Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, comme tous les soirs, nous allons essayer pendant 60 minutes de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Mohamed Qassou Ouali, vous êtes secrétaire général du Conseil national de l'habitat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Younes Hanibar, vous êtes avocat au barreau de Casablanca, vous êtes également président de l'Association marocaine de protection du consommateur. Vice-président. À chaque fois, je vous rajoute d'un cran. Maître Mbarek Sbari, vous êtes notaire à Casablanca et ex-conservateur foncier. Et enfin, Adil Admi, vous êtes représentant du groupe Primso Immobilier. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Le 19 janvier dernier, le projet de loi réglementant la VEFA a été adopté à l'unanimité à la Chambre des conseillers. La VEFA, c'est la vente en état futur d'achèvement qui, largement inspirée du modèle français et instaurée en 2002 déjà au Maroc, était censée faciliter l'accès au logement pour toutes les classes sociales et mieux encadrer ce que l'on appelait avant la vente sur plan. Mais voilà, depuis 2002, cette loi est jugée inapplicable par nombre de promoteurs adoptant des pratiques hors la loi, provoquant de nombreuses irrégularités dans les contrats de vente et de nombreux acquéreurs lésés se plaignant, allant jusqu'à créer des collectifs. Comment la VEFA est-elle censée fonctionner? La nouvelle loi protège-t-elle mieux les acquéreurs? Comment a-t-elle été pensée? VEFA, une loi à la mesure des promoteurs? Point d'interrogation, c'est le titre de l'émission de ce soir. Bien messieurs, on va essayer de comprendre comment fonctionne cette VEFA, comment était censée fonctionner cette VEFA, qui veut dire, encore une fois, vente en état futur d'immeuble, vente d'immeuble en état futur d'achèvement. Alors c'est vrai que avant 2002, on appelait ça vente sur plan, c'est-à-dire qu'on allait pour essayer d'acheter un logement qui souvent était moins cher que des logements qui étaient déjà édifiés. Et bon, il y avait quand même déjà à la base une anarchie avant l'apparition de la VEFA. Est-ce que c'était le cas? Pourquoi on a, déjà en 2002, est-ce qu'on a opté pour une loi sur la VEFA et instauré la VEFA? Ok, merci monsieur pour l'invitation. Effectivement, avant la promulgation de l'actuelle loi sur la VEFA, le marché immobilier était caractérisé par une certaine anarchie. Et on voulait s'attaquer à cette problématique-là et en plus de chercher des mécanismes de financement des projets immobiliers. Donc la raison d'être de la VEFA, qui avait vu le jour en 2002, c'était effectivement de chercher des solutions aussi bien pour l'acquéreur qu'auprès des promoteurs immobiliers, pour chercher des moyens du financement des projets immobiliers, parce qu'il y avait des problèmes de liquidité, du financement bancaire, l'accès au secteur bancaire. Et donc, c'était la raison d'être pour la promulgation de cette loi qui n'a pas été, malheureusement, après sa publication au bulletin officiel en 2002, qui n'a pas été appliquée parce que il y avait plusieurs contraintes, aussi bien pour les promoteurs immobiliers qu'au niveau des acquéreurs. Et actuellement, on a veillé à ce que cette loi soit amendée de sorte à ce qu'elle soit réalisable en termes d'applicabilité, et on a pu y introduire certaines dispositions. Alors on va y arriver, parce qu'avant qu'on arrive à une nouvelle loi, au moins que les gens qui nous regardent puissent comprendre qu'est-ce qui était prévu déjà dans la loi initiale sur la VEFA. Et bon, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être essayé d'acheter en VEFA ou pensé, et beaucoup de gens utilisent encore le mot vente sur plan. Je l'ai acheté sur plan, et pour voir de quelle manière la VEFA est-elle entrée. Maître Sbari, vous êtes notaire, vous êtes ex-conservateur, donc vous êtes sur les deux plans, parce que lorsqu'on achète un bien, ben, on a besoin des deux, hein, un promoteur, un notaire, un conservateur, et parfois un avocat. La VEFA, on va dire dans sa genèse, dans son origine, est-ce que c'est un bon système finalement pour acquérir un logement? Mon humble point de vue, je dois dire que la VEFA, c'est une loi, à mon sens, qui, même s'il est encore jeune, il est obsolète, il est désuète. Pourquoi? Parce qu'on juge une loi par son rendement.
par son acceptation par le citoyen. Donc c'est une loi qui est restée lettre morte, dans la mesure où ni le vendeur ni l'acquéreur ne font appel à cette loi. Donc la pratique est toujours là. La mentalité du citoyen veut que l'opération soit très simplifiée, donc le vis-à-vis entre le vendeur et l'acquéreur. Pourquoi cette loi n'est pas appliquée? Parce qu'elle est contraignante. Le promoteur a besoin d'argent, donc pour lui faire une caution hypothécaire ou une assurance, ça le dérange énormément. Le propriétaire, d'accord, il fait des avances, mais il n'a aucune garantie. Alors, là, vous êtes en train de rentrer vraiment dans le cœur de la VFA. On va y arriver hein, pour bien expliquer là où se posent les problèmes. On va parler des contrats de réservation, on va parler évidemment des avances, on va parler des retards de livraison, parce qu'on est quand même sur des biens qui ne sont pas encore édifiés. Mais je vais poser la question à un promoteur. La VFA, dans son essence, parce qu'elle est largement inspirée de la VFA française, hein, qui est un mode d'acquisition mis en place en France, ça fonctionne ailleurs aujourd'hui, la VFA? Oui, ça fonctionne parfaitement ailleurs. Justement, vous le disiez, en fait, on sent bien que c'est inspiré du modèle français, qui est soumis à d'autres réalités économiques, d'autres besoins en logement, d'autres déficits, d'autres mécanismes, une autre macroéconomie, on va dire. Ceci étant, la VFA, en fait, dans son acception, moi, ce que j'en retiens ici comme ailleurs, s'il y a quelque chose qui peut me, comment dire, qui me paraît légitime quelque part, parce qu'on ne va pas rentrer dans le mécanisme tout de suite, mais on va y venir, le souci de protéger l'acquéreur me paraît tout à fait légitime et en fait me paraît jouer aussi bien en faveur du vendeur que de l'acquéreur en définitive, parce que de toute façon, sur un plan conventionnel, les choses se faisaient jusqu'ici, c'est-à-dire qu'un accord, c'est l'accord de deux parties, consentante, etc., etc. C'est-à-dire, je pense pas, ce n'est pas non plus la panacée de tous les contrats de vente. Elle fait partie d'autres types de contrats de vente. Donc maintenant, la VFA, c'est un contrat qui est spécifique à un secteur, mais il est spécifique à un secteur qui a des réalités. Et le fait de faire participer, comme l'a fait le Conseil économique et social, différents acteurs pour essayer de donner un avis sur la question était une démarche tout à fait louable. Ceci étant, il y a des réalités. Nous, enfin, je vais vous donner un cas très simple. Ce matin, un client est arrivé dans nos bureaux. Il pose des questions clés qui sont là, et puis il y a un niveau de confiance qui s'établit, puis le produit existe, il le visite, etc., etc. Donc quelque part, le process que propose la VFA, il est expérimenté chez le client. Je veux dire, le client n'est pas complètement dénué de raison, de rationalité, etc. Donc c'est en ça que maintenant, par contre, les mécanismes de la VFA, peut-être qu'on va y venir plus tard, pour nous, ça doit aussi bien nous aider, nous, à pratiquer notre métier, nous le faciliter, huiler un petit peu les rouages, etc. Et en même temps que ça garantisse les droits aussi bien des acquéreurs que d'autres intervenants. On est pour, mais personnellement, j'ai encore des interrogations. La loi n'a pas été encore, on va dire, publiée, mais... Bon, elle a été adoptée, ça c'est la nouvelle. Hein. Encore une fois, on va voir la différence qu'il y a entre les deux, et surtout quels sont les problèmes qui ont été posés. Pour qu'on comprenne bien les problèmes, il faut bien qu'on comprenne le mécanisme au niveau de la VFA. Maître Hanibar, au niveau du fonctionnement de la VFA, je vous ai fait le tour de pétale pour savoir si c'était un bon système. J'ai pas eu de réponse. J'ai eu la réponse de Maître Souaré qui me dit... Aujourd'hui, c'est inapplicable. On va venir à votre niveau pour voir de quelle manière. Mais est-ce que dans l'esprit, je vous ai posé la question, en France, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, c'est-à-dire que le système fonctionne. Oui. C'est le principe, tout simplement, de devenir propriétaire au fur et à mesure, en donnant avec des échéances de paiement, oui. Et être sûr qu'à la fin, on a le bien qu'on avait demandé au départ. En gros, si on schématise, c'est à peu près ça. Hein? Bon, j'aimerais revenir à la genèse, c'est très important aussi. Qu'est-ce qui a prévalu avant la loi actuelle, la loi 4400? C'est qu'il y avait le contrat, le dahir des obligations et des contrats, donc qui était le texte général, le droit commun, qui régissait les rapports entre co-contractants. Différentes formes de transactions, de vente ont vu le jour depuis le temps à aujourd'hui, enfin à 2002. D'où la nécessité de prévoir une loi qui encadre une forme nouvelle de vente, c'est de la vente sur plan, parce qu'il y avait un vide, les gens s'engageaient sur des biens qui n'existaient toujours pas, donc il était utile, il était voire même nécessaire d'envisager ou de prévoir une loi qui encadrerait les rapports entre co-contractants suivant ce principe ou bien cette forme spéciale de vente. Maintenant, quand j'entends que
la loi a été adoptée, donc c'est une loi avec toute la force qu'elle comporte. Dire que la loi est inapplicable, d'abord ce terme et ce vocable, donc vous l'aurez constaté depuis le temps que je travaille dans ce domaine, je ne l'accepte pas. Donc on ne dit pas d'une loi qu'elle est inapplicable, elle est inappliquée. L'inapplicabilité d'une loi, j'espérais depuis le temps qu'on me dise où réside l'inapplicabilité de cette loi. Quelles sont les dispositions qui font échec à son application? Ça d'un côté. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il y a des contraintes qu'on est en droit de ne pas appliquer une loi. Donc une loi, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, il faut l'appliquer dans les termes qu'elle comporte. Mais utiliser des arguments, des contraintes économiques, administratives ou n'importe quel autre domaine pour justifier, je dirais, d'éviter d'appliquer la loi, à mon sens, c'est un gros problème. Et qui c'est qui paie le prix? C'est le consommateur de façon générale. Dire que c'est le consommateur ou bien le citoyen, voire même l'acquéreur, qui évite aussi d'appliquer la loi, bien au contraire. La loi, elle comporte un certain nombre d'éléments de garantie pour les acquéreurs. Elle est imparfaite comme toute loi. Il est question de l'amender, mais tout en gardant et en garantissant les droits de chacune des parties. Je dis bien de chacune des parties, vendeurs et acquéreurs, pour ne pas qu'on s'inscrive dans l'esprit selon lequel nous défendons uniquement les intérêts des acquéreurs. Nous travaillons sur la sensibilisation des acquéreurs, mais aussi responsabiliser les acquéreurs en cas de défaillance vis-à-vis des vendeurs. Donc maintenant, pour répondre à votre question, le mécanisme de cette loi, pour moi, la loi aujourd'hui, elle comporte des aberrations telles qu'on va entrer tout à l'heure dans le vif du sujet, mais juste l'une des aberrations qu'elle comporte, la loi actuelle, c'est la prénotation sur titre qui requiert l'accord du vendeur. Donc, on va y revenir pour qu'on ne grille pas les étapes. Aujourd'hui, définissons finalement la VFA juste très globalement. Aujourd'hui, telle qu'elle était avant et pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui dans la loi actuelle ce qui a changé, comme ça on verra les problèmes où ils étaient. Je demande à un promoteur et puis après je demanderai au notaire parce qu'il y a cette partie de devenir acquéreur qui est quand même un gros point des points forts de la VFA à l'étranger. C'est de ce que j'en ai appris et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans ce secteur. En France, c'était la seule réalité, tout simplement, il n'y en a pas d'autre. À partir du moment où il s'agit d'une fiction juridique, on parle d'un produit inexistant. Donc c'est spécifique, c'est un contrat, c'est une loi qui est spécifique au fait de commercialiser un bien qui est encore non achevé. Point. Donc c'est une loi qui se traduit dans une progressivité. Donc il faut bien que les gens comprennent une chose, que les gens soient sensibilisés, aussi bien les acquéreurs que les vendeurs, qu'il s'agit bien de quelque chose qui se déroule dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un acquéreur rentre dans un bureau de vente pour acquérir un bien immobilier ou qu'un vendeur accueille un client, c'est le début d'une relation non seulement commerciale, mais aussi juridique qui doit être très claire et le plus possible facilitée par l'esprit de la loi et facilitée pour le bien de sauvegarder les droits aussi bien de l'acquéreur que du vendeur. Donc il faut bien comprendre que c'est un process sur la durée. Et je regrette, j'ai une première inquiétude, à savoir la pédagogie face à cette spécificité, parce qu'on n'est pas dans un contrat entre guillemets normal. Je vais laisser la parole aux juristes, mais à mon sens, on n'est pas dans un contrat normal ou dans un rapport normal, habituel. Et ce qui fait qu'on a besoin que aussi bien l'acquéreur que les vendeurs soient sensibilisés et éduqués et formés. Je parle du commercial jusqu'à l'investisseur immobilier, du côté vendeur, aussi bien que pour l'acquéreur aussi, qu'ils comprennent que les obligations face auxquelles il va devoir rendre des comptes, à savoir se rendre chez le notaire pour signer un contrat préliminaire de vente, venir faire un choix de prestation particulier, et puis tous les corps de métier qui interviennent. C'est ça aussi que je regrette un petit peu, c'est que la VFA, là dans la VFA, on se concentre sur la partie contrat. D'accord, très bien, ok. Sauf que c'est un métier aussi qui est particulier, à savoir qu'un maître d'ouvrage ne fait pas seul. Un maître d'ouvrage n'est que maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il est en première responsabilité, mais il y a un architecte, il y a des entreprises intervenantes, il y a les administrations, il y a un nombre fou de signatures que doit faire un promoteur,
etc., etc. Il y a la LIDEC, Bon, l'ONE. on va prendre en considération bien sûr tout l'écosystème Mais dans faut- lequel évolue Ouais. un promoteur. C'est pas pour, Mais- c'est pas pour se cacher derrière. Non, mais non, non, on il ne cache faut- pas, mais on a bien compris. Il faut C'est juste en tenir pour compte. qu'on puisse aujourd'hui, Pardon. aujourd'hui, Maître Sbari, vous êtes notaire. Après, je pourrais passer la parole au Conseil national de l'habitat parce que je vous ai laissé, je vous donner la parole en premier. J'aimerais bien entendre votre avis sur cette nouvelle loi. Aujourd'hui, ça va nous permettre aussi de réagir sur ce qui a posé problème. Maître Hannibal, qui est vice-président de l'association de protection du consommateur. Il y a des plaintes qui sont reçues et très nombreuses. C'est le deuxième motif de plainte au niveau des guichets de protection du consommateur. Ce sont des cas immobiliers et, dans grande majorité, dus à la VEFA. C'est quand même quelque chose qui est essentiel. Quels sont les points aujourd'hui qui posent problème? Vous êtes un professionnel, vous êtes notaire. Quels sont les points qui posent problème et qui n'étaient pas respectés dans cette loi? Moi, je dis en toute sincérité, cette loi, quelle que soit sa qualité, sa performance, malheureusement, elle encadre une phase très aléatoire et très précaire. Parce que cette phase mène directement vers la copropriété, la loi 1800. Donc, du moment que cette loi se heurte au Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, cette loi, je parle du Dahir du 12 août 1913, qui dit que toute opération, tout droit, s'il n'a pas été inscrit, il n'a aucun effet. Donc, cette loi, donc malgré qu'il soit perfectionné, malgré qu'il y ait une protection et pour le vendeur et pour l'acquéreur, le titre foncier reste intact. Donc, là où le bas blesse, parce que le propriétaire vendeur est toujours maître de la situation, il garde les biens entre ses mains. Donc, actuellement, si on prend en considération cette nouvelle mouture, on trouve quand même qu'il y a possibilité de faire une prénotation. Mais ce n'est pas une solution, faire une prénotation. Si vous avez un programme de 1000 appartements, on ne va pas inscrire 1000 prénotations. Et une prénotation inscrite, quel que soit son nombre, après une hypothèque, parce que tous les promoteurs, en principe, à 90%, ont des hypothèques, ont des hypothèques titres Donc, de leur inscrire terrain une qui sont gravés d'une hypothèque. C'est normal. après l'hypothèque, ça n'a aucun sens. Et puis, Alors, on va s'arrêter sur ce point parce que c'est une des principales différences avec la VEFA française. Je vais vous poser cette question-là. Dans la VEFA en France, ce problème est réglé car les acquéreurs, au fur et à mesure qu'ils versent de l'argent, deviennent propriétaires au fur et à mesure. Ce qui est impossible dans notre système foncier actuel. Tout à fait, tout à fait. Dans notre système juridique qui est applicable aux fonciers, en France, effectivement, il y a une possibilité d'un certain transfert de propriété progressif, effectivement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux du projet. Au Maroc, il n'y a pas cette possibilité parce que, tout simplement, les textes en vigueur en matière d'immatriculation foncière ne le permettent pas. Mais pour contrecarrer cette question, et contrairement à ce qui a été stipulé par l'ancienne ou la loi en vigueur sur la VEFA, en vertu de la loi en vigueur sur la VEFA, cette question était plus ou moins traitée d'une manière implicite. C'est le droit qui a été donné à l'acquéreur pour requérir auprès du conservateur foncier une mention de prénotation. Malheureusement, cette prénotation ne peut être exercée qu'après l'accord préalable du vendeur, du promoteur immobilier. Ça, c'était dans la loi. C'était dans la loi. Toujours, parce qu'il est toujours C'est toujours. On va y arriver. Effectivement, aujourd'hui, Il faut quand même s'arrêter sur un point, c'est-à-dire qu'en gros, si j'ai un problème avec une partie adverse, le principe c'est d'aller lui demander l'autorisation de gréver son titre. Chose qui a été oui, c'est insensé. Bien sûr, mais à ma connaissance, aucun promoteur immobilier n'accepterait de donner son accord pour que son terrain soit grévé, promoteur etc. ou adversaire commercial ou partenaire commercial. Voilà. Aujourd'hui, en vertu de la nouvelle loi, qui était toujours projet, elle a été votée et on attend juste sa publication au bulletin officiel. Cette possibilité est offerte à l'acquéreur, bien sûr sous certaines conditions. C'est après la réalisation de 50% du projet.
Et donc, c'est une condition pour que l'acquéreur puisse exercer une pression. Cette mention de prénotation. Alors, les principaux problèmes, pour qu'on voit justement, là, parce qu'on est en train de rentrer dans la nouvelle loi, les principaux problèmes qui étaient rencontrés, puisque vous disiez vous-même que cette loi était jugée inapplicable par les promoteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui était inappliqué, Maître Hannibal? Quels sont les principaux problèmes qu'on a eu? Parce que finalement, toutes les plaintes que vous recevez, ça concerne quoi exactement? Ça concerne d'abord les retards. Les retards de livraison. Le retard de livraison, ça c'est un classique. Et puis lorsque une réclamation nous est soumise dans ce cadre, on vérifie la forme. C'est là on se rend compte que finalement les contrats... On a respecté la loi. Voilà. C'est-à-dire que les contrats qui ont donné naissance à cette relation juridique sont des contrats nuls et non avenus en vertu de l'application justement de cette loi, la loi 4400. Ça d'un côté. Deuxièmement, et c'est ça ce qui pose problème parmi tant d'autres, c'est que le manque de visibilité, c'est-à-dire sur les contrats qui sont déjà entachés de nullité, il y a un certain nombre d'éléments qui ne permettent pas et qui ne devraient pas permettre aux acquéreurs de s'engager. Je m'explique, c'est-à-dire la visibilité par rapport au bien lui-même. La désignation est floue, on ne sait pas quelle orientation aura le bien, on s'engage sur un bien numéro X, mais on ne sait pas si c'est bel et bien ce bien qu'on retrouvera le jour de la livraison. Et très souvent, les gens sont surpris, en dépit même des retards, au moins une petite satisfaction en ce qui concerne le bien, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Le bien, il y a un problème de superficie, problème de changement d'orientation, de prestation, de qualité de matériaux, et j'en passe. Donc ça, et le troisième élément le plus important, c'est lorsque l'acquéreur s'inscrit dans l'esprit d'un recours judiciaire. Et même avec ça, il faut aller chercher très très loin, en sachant que l'appareil judiciaire, donc il y a une lenteur qui est très souvent perçue. Deuxièmement, il n'y a plus de régularité même en termes de décision de justice. Donc l'acquéreur, il est complètement perdu, en dépit même des arguments juridiques défendables et clairs avec un dossier verrouillé, preuve à l'appui, c'est-à-dire la loi, ce que comporte la loi déjà. Nous nous heurtons très souvent à des décisions contradictoires où les juges ne réussissent pas aujourd'hui à se mettre d'accord sur une seule orientation. Est-ce que ce sont des contrats nuls? Ils l'ont été pendant une certaine période. Après, nous avons été confrontés à une mixité de décisions des juges au sein du même tribunal. On considère que effectivement les 10 contrats compromis, contrats de réservation, il y a les appellations divergent, ils les considèrent comme étant des contrats nuls, mais finalement non, ce sont des contrats valables puisque le contrat préliminaire n'aura pas été établi dans ce sens. Arrêtons-nous là, parce qu'il y a énormément d'éléments à ce niveau-là. Ça, c'est parmi les premières, si on décortique, à un moment, je veux acheter un appartement qui est en FA, il n'est pas encore là, je vais voir un commercial, et on nous fait signer ces fameux contrats de réservation ou reçus de réservation. Est-ce qu'ils sont légaux? Très bien. Juste pour compléter ce qui a été dit par Maître Hannibal, ce qui compte pour l'acquéreur, sont des choses essentielles. C'est d'abord le délai de réalisation. Le délai de réalisation, ça a été vraiment verrouillé au niveau du projet de loi. Ce qui compte Mais ça l'était dans la première déjà. Effectivement, mais avec beaucoup de verrouillage en vertu de la nouvelle loi. Pour ce qui est des garanties qui sont protégées... On va s'arrêter sur ce point parce que c'est important. Oui, Maître Hannibal, parce que c'est vraiment les retards de livraison. Comment l'ancienne loi régissait ça? C'est-à-dire qu'il y avait des pénalités? Elle régissait ça au niveau des pénalités pour les personnes qui s'inscrivent dans l'esprit de poursuivre l'achat. Il y avait des indemnités de retard. Et même ça a fait objet d'interprétations ubuesques de la part d'un certain nombre de juridictions. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point. Il y a aussi le côté qui régit la résiliation. La résiliation, s'il résulte de contrats préliminaires de vente. Maintenant, ce sont les seuls cas qui sont prévus par la loi actuelle 4400 en ce qui concerne les délais. Le problème, c'est que nous n'avons pas manqué de soulever la chose au niveau du Conseil économique et social et puis à travers une multitude d'actions pour attirer l'attention sur l'applicabilité. Et là, je suis d'accord, comment permettre aux acquéreurs de récupérer leurs avances. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'esprit, écoutez, vous ne m'avez pas livré. Attends, je suis en droit de récupérer les avances. Nous avons proposé d'instaurer une procédure en référé, une procédure rapide qui permettrait
aux acquéreurs de récupérer rapidement leurs avances. C'est ce qui prévaut dans d'autres textes de loi, la loi sur la copropriété 1800, le DAHIR de 55 concernant le bail commercial, et j'en passe. Donc on peut instaurer des procédures spéciales. Le raisonnement est très simple, parce que lorsqu'un retard est constaté, et très souvent les acquéreurs ne décident... Et ça se compte en années parfois. Justement, parce que les acquéreurs ne décident de s'engager dans un processus judiciaire qu'après avoir attendu 6 mois, voire même 1 an. C'est-à-dire 1 an, donc pour des avances 2 ans avant, donc 2 ans plus 1 an d'attente, et c'est là on décide d'aller au tribunal, une décision définitive ne sera rendue qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Ça fait 6 ans pour récupérer uniquement l'avance. Et ça, c'est pas normal. Nous avons fait des propositions dans ce sens que n'ont pas été retenues. Ça fait des gens qui n'ont pas de maison, qui ont versé une avance et qui doivent continuer à payer un loyer ailleurs, voilà, ou déjà commencent à payer une traite s'ils ont pris un crédit. Mais pour racheter avec le même montant. La deuxième question qui est fondamentale, c'est la qualité du logement, c'est la qualité du bien. Et donc, conformément au projet de loi, nous l'avons entouré de garanties essentielles. C'est le respect strict des cahiers de charges, qui sont en principe, c'est un document contractuel entre le promoteur et l'acheteur. Et donc on a exigé... Il existe déjà ce cahier de charges? Oui, effectivement. Il est censé exister. Oui, effectivement, il existe dans la loi en vigueur, il existe toujours, il est maintenu en vertu du projet de loi, mais on a exigé à ce que le cahier de charges et le bien réalisé soient conformes en vertu d'un certificat délivré par un architecte, un professionnel qui va attester, et ça va réduire énormément le recours à la justice. Un architecte qui est employé par le promoteur. Bon, ça peut être employé par le promoteur, ça peut... Bon, n'oublions pas que l'architecte... Bien sûr, l'architecte, c'est un professionnel. C'est une profession libérale. Voilà, c'est une profession libérale. Je suis pas en train de stigmatiser l'architecte, mais on est quand même... Il y a des moyens de pression, j'imagine. Oui, non, bien sûr, c'est des partenaires. On a beaucoup de risques, bien sûr. Oui, non, mais bon, voilà. En plus, il y a plusieurs rajouts, plusieurs nouveautés par rapport à ce que vient de dire Maître Hannibal, c'est par rapport aux mentions du contrat. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous avons introduit des dispositions qui sont extrêmement importantes. Par exemple, la question d'orientation, parce que les gens, généralement, se surprennent. Il n'y a pas une conformité entre ce qui a été promis en vertu du cahier de charge et tout ça, en termes d'orientation, en termes du prix définitif du mètre carré et la superficie approximative également du bien. Et donc, il y a plusieurs garanties qui sont offertes pour le compte de l'acquéreur et également pour le promoteur immobilier. N'oublions pas que le promoteur immobilier, la promotion immobilière au Maroc, ça constitue un moteur économique essentiel et nous avons pu introduire beaucoup de dispositions qui facilitent un peu la démarche, notamment en termes de simplification des procédures, déjà le fait de passer à l'acte préliminaire ou l'acte de réservation qui vient d'être introduit. C'est le fameux... Alors, on va en parler. Alors justement, avant, le contrat de réservation n'était pas censé exister, puisqu'on est censé signer un contrat préliminaire devant vous. Maître Asbari, vous êtes notaire. Oui, je suis notaire. Bon, oui, vous êtes notaire, c'est pour ça que vous invitez ici. Et je pose la question au ministère de l'Habitat. Est-ce que nous avons des statistiques sur le résultat de cette fameuse loi qui a quand même des années d'existence? Moi, à mon sens, personne n'en fait appel. Pourquoi? On se pose la question. Et puis, même si au niveau de cette nouvelle loi, il n'y a pas de sanction contre le promoteur, quelqu'un qui n'honore pas ses engagements, qu'est-ce qu'il risque? Quelqu'un qui n'est pas professionnel. Ouais. Moi, si vous permettez, je prends l'exemple du règlement de copropriété du DAHIR de 1946. Il prévoyait des sociétés de construction. Et ces sociétés de construction sont en mesure de faire réussir l'opération, de respecter le délai. Et j'aurais aimé que l'État intervienne dans ce sens. C'est-à-dire ne pas laisser le promoteur lui-même construire. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens.
Il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne veulent pas construire. Il y a des gens qui prennent de l'argent et disparaissent. Et ça pose problème. Tant qu'il n'y a pas une garantie d'inscription à la conservation foncière, tout peut être imaginé. Le vendeur lui-même peut vendre plusieurs fois le même bien. Alors justement, ça, ce sont des cas qui sont déjà arrivés, dus au fait que, au fur et à mesure, on ne devient pas propriétaire. Il faut vraiment attendre la fin de la livraison pour avoir son titre. Ça pose un certain nombre de problèmes. Et on reviendra sur les actes de réservation qui, illégaux, sont devenus légaux. On fait une petite pause, on revient juste après. Nouvelle loi sur la VFA, deuxième demi-heure de 60 minutes pour comprendre, pour essayer de mieux comprendre ce qui va changer pour les acquéreurs finalement qui veulent acheter un logement qui n'est pas encore construit, qui est en cours de construction. On a essayé de bien comprendre comment ça fonctionnait au début, quels sont les principaux problèmes et surtout ce que cette loi va pouvoir changer. Alors, on parlait de l'acte de réservation, et là je parle sous votre contrôle. On sait ces contrats de réservation, lorsqu'on arrive, qui ne se font pas devant notaire, et où on demande aux gens de verser une avance pour réserver un bien. Et en face de ça, on donne juste un contrat de réservation qui est signé, ou même un reçu de réservation, devant des sommes qui sont quand même parfois conséquentes. Ces reçus de réservation, ces contrats de réservation, ils étaient légaux ou pas ? Enfin, ils le sont encore, on attend que la loi soit publiée au bulletin officiel. Lorsqu'il y a une loi qui prévoit qu'il est frappe de nullité si un certain formalisme n'est pas respecté, ce sont des contrats nuls. D'abord, pour ce point. Deuxièmement, et je vais aller très loin dans le raisonnement, supposons même qu'effectivement, les promoteurs ont du mal à appliquer cette loi. Et on change les choses en se remettant à des contrats, des compromis ou bien des contrats de réservation. Au moins que ce contrat de réservation soit équilibré. Il ne l'est pas très souvent, il comporte une panoplie de clauses abusives. On se reconnaît des droits qu'on ne reconnaît pas à l'acquéreur, et d'ailleurs ce sont des clauses frappées de nullité en vertu de la loi sur la protection du consommateur, ça d'un côté. Deuxièmement, la justice qui aurait dû instaurer ce principe de manière définitive afin de pousser, afin de contraindre les promoteurs à respecter la loi, ce que prévoit la loi sur la vente en état futur d'achèvement, les décisions sont contradictoires. Donc comment voulez-vous instaurer un climat de confiance? Comment voulez-vous protéger des acquéreurs qui se heurtent d'abord à des contrats nuls, des retards de livraison, qui essuient des refus face à toute demande de restitution? Il y a des gens qui ne veulent que restituer les avances. Et ça pose un gros problème. Vous voulez votre avance? Écoutez, on retranche 10%. Non pas de l'avance, mais du montant total. Parfois même, ce sont les acquéreurs qui doivent encore rajouter une somme aux promoteurs. Alors tout ça, c'est un ensemble de problèmes auxquels sont heurtés quotidiennement, je dis bien quotidiennement, les consommateurs. Maintenant, nous attendons à ce qu'au moins, au niveau des décisions de justice, qu'il y ait une régularité pour considérer ces contrats nuls. Maintenant, avec la nouvelle loi, je ne pense pas, je vous le dis franchement, c'est un avis purement personnel après la lecture de cette mouture, c'est que le problème ne sera pas réglé parce qu'on a réglé des problèmes qui vont plus dans la protection des promoteurs, je veux bien, mais on a occulté le plus important, c'est-à-dire la protection des acquéreurs qui, s'ils n'achètent pas, finalement les promoteurs ne vendront pas. J'abonde dans son sens sur une partie, c'est juste le terme de protection. Je veux juste préciser la loi que vous représentez un groupe immobilier qui ne fait pas de VFA. Oui, tout à fait, exactement. Voilà. Non, mais je le dis, c'était important de le souligner, et j'allais vous poser la question, pourquoi? Voilà. Je vais y répondre. En fait, quand on parlait de ce nouveau projet de loi qui a été adopté, donc, dont on attend la date d'entrée en exécution, parler de protection du promoteur, je comprends la déception effectivement à la lecture, très sincèrement, que effectivement, c'est pas tant une protection du promoteur, c'est une visibilité qui est donnée au promoteur, clairement. C'est-à-dire, le promoteur, je reçois pas les plaintes que vous recevez. Dieu merci, on n'a pas de contentieux de ce type chez nous. Donc je ne suis pas dans cet environnement que je connais de loin ou que j'ai pu connaître, que j'ai quitté aussi parce que je me sentais pas à l'aise à travailler dans des situations qui étaient un peu injustes, aussi bien pour moi-même en tant qu'employé que pour un client. Bon, on va juste, si on peut sortir de la polémique. La loi, si vous me décrivez les articles de loi un par un, vous dites au promoteur, est-ce que vous êtes d'accord avec cet article? Il est censé vous dire oui, pas d'objection. Second article, pas d'objection. Troisième article, pas d'objection. C'est-à-dire qu'une loi, elle est censée être acceptée
J'aimerais bien qu'on... Je comprends pour autant les cas difficiles. Il y avait un vide tel que de toute façon, il ne pouvait y avoir que des personnes lésées, d'un côté, et lésées par qui? Par des promoteurs qui, en bonne partie, ne connaissent pas leur métier. Non mais... C'est plus grave. Alors, Non, mais on va donner quand même la parole au Conseil c'est-à-dire national de l'habitat vis-à-vis de ça et vis-à-vis de l'applicabilité de la loi qui fait dresser les cheveux sur la tête à Maître Amibar souvent. D'accord. Par rapport à ce fameux contrat de réservation, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le recours à ce type de contrat, il est facultatif. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire. C'est Dans la future. Pas dans loi. l'actuel. Effectivement. D'accord. Dans l'actuel, il n'existe pas de contrat de réservation. Voilà. C'est de la pratique pure et dure. Nous, en tant que ministère de l'Habitat, nous avons pu élaborer ce projet en concertation avec tout le monde. Bien entendu, ça ne veut pas dire que le projet a eu la satisfaction de tout le monde, mais on a fait associer tout le monde, les fédérations professionnelles, les notaires, les associations des consommateurs, les banquiers et tout le monde, avec une contribution efficace du Conseil économique, social et Mais à environnemental. quoi ça sert de se concerter si les avis qui reposent sur des cas pratiques, sur des problèmes vécus par les consommateurs, parce que finalement, ce qu'il faut retenir, et pour qu'une loi puisse être réformée dans le bon sens, on cherche ce qui se passe dans la pratique, c'est là. Mais lorsqu'on nous a entendu effectivement au Conseil économique et Vous y avez social, pris part. Hein. oui, Ouais. oui, non, on y a pris part. Nous avons, je dirais, finalement, tracé ce que nous vivons dans la pratique, ce que vivent les consommateurs dans la pratique. Il y a des cas de redressement judiciaire. Les deux points principaux que nous avons soulevés, sachant que, bien entendu, il y a d'autres acteurs qui vont intervenir pour trouver une mouture définitive. Maintenant, nous avons soulevé les deux principaux problèmes. C'est l'absence de sanctions, Maître Sbari n'a pas manqué de le souligner. Deuxièmement, comment faire pour permettre aux acquéreurs de récupérer les avances. Il y a un troisième point très très important auquel malheureusement la loi n'y a pas fait référence et pourtant on nous a assuré qu'effectivement ce point sera pris en considération. Ce sont les sociétés qui se mettent en redressement judiciaire. Quelle est la protection? Il y a un cas à Marrakech actuellement qui fera peut-être office de jurisprudence où des acquéreurs ont donné des avances. Attention, en appliquant la VEFA. C'est-à-dire, ça, on est dans l'esprit d'une société qui a appliqué strictement les dispositions de la loi 4400. Où des acquéreurs ont fait des avances avec des sommes très très importantes, donc je ne vais pas vous dire le chiffre, et la société, il y a une caution, bien entendu, la société qui a cautionné les avances, elle a été mise en liquidation judiciaire, et la société vendresse a été déclarée en redressement judiciaire. Donc du coup... Et là, qu'est-ce qui arrive à tous ces qu'est-ce qui arrive? Les gens qui sont dans l'esprit de récupérer leurs biens, ils ne sont plus assurés de récupérer leurs avances. C'est-à-dire ceux qui se sont inscrits dans l'esprit de la résiliation et récupérer leurs avances, rien n'est garanti. Ils sont sur la liste des créanciers et il faut attendre le plan de redressement. Combien de temps ça va prendre? Parfois ça prend 6, 8, voire même 10 ans en cas de besoin. Et le problème des gens qui y habitent, les gens qui ont payé 90% du montant, qui y habitent, mais ils ne sont pas propriétaires. Qui n'ont pas encore leur titre. Qui n'ont pas encore le titre. Mais attention, le problème c'est quoi? Parce que la banque, et vous n'avez pas manqué de le souligner tout à l'heure, la banque est créancier privilégié et c'est la banque qui est inscrite sous le titre foncier. Nous avons fait des procédures. La banque, là, dans ce cas-là, peut saisir les logements des gens qui habitent dedans et qui n'ont pas encore les titres. Voilà, donc la banque étant créancier privilégié, comment c'est quand même des situations c'est une situation de blocage total. Il y a un grand point de suivi qui est posé. Effectivement, ce sont des cas complexes, effectivement. Et juste pour revenir à la question du contrat de réservation et pour répondre à une question objective soulevée par Maître Sbari, bon, nous, on n'a pas légalisé la pratique actuelle, non. Loin de Pourtant, là. aujourd'hui, vous avez rendu l'acte de réservation qui était illégal et nul. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible parce que si la loi le permet, il n'y a pas de problème, avec des conditions draconiennes. Non mais pourquoi? Attends, on va laisser parler. Tout d'abord, j'ai dit que Quand on dit conditions draconiennes, c'est quoi? C'est facultatif, le recours au contrat, disons, de réservation. D'accord?
Il y a, Qui était contrairement une à ce qui a pratique. été... Non, mais Non, parce que quand vous dites facultatif, avant c'était la pratique, et donc là ça devient facultatif, donc Non, on légalise la pratique. mais c'était hors la loi. C'était Oui, hors donc la loi, maintenant c'est effectivement. possible, Et c'est légal. C'est possible. Donc on légalise une pratique. Oui, mais D'accord. sous certaines conditions. Oui. Il faut lire le projet quand même. Donc la première chose, c'est que, contrairement à ce qui a été dit, et conformément à toute la législation en matière de protection du consommateur, il y a un délai de rétractation qui est donné à l'acquéreur pour récupérer son bien. En vertu de la loi sur il y a un délai de, je pense, de 15 ou bien de 3... Un mois. Non, de 15 en vertu de la loi sur la protection du consommateur. Mais qui était déjà en vigueur. Mais en vertu de la loi actuelle ou bien du projet de loi sur la VFA, il y a cette possibilité donnée à l'acquéreur pour récupérer son argent durant un délai d'1 mois. Deuxième chose, Pour se plaindre ou récupérer son récupérer. Voilà, c'est ça, c'est la rétractation. Oui, non, mais alors, D'accord. C'est trop court. Non mais, question claire, est-ce que lorsqu'on dit rétractation, c'est signifier au promoteur qu'on veut se rétracter, tout à fait. mais à partir de là, qu'est-ce qui oblige le 7 promoteur jours. à récupérer l'argent, 7 à jours. donner l'argent, Voilà, l'argent. il dispose d'un délai de 7 jours pour remettre l'argent à l'acquéreur. N'oublions pas une chose, c'est que nous sommes dans une phase d'intention d'acquérir un logement. Et rares sont les cas qui se désistent au bout d'1 mois. On ne peut pas imaginer des cas pareils, pratiquement. Quelqu'un qui veut acheter un logement en VFA, donc il ne va pas... Citez-moi... Donc il n'y a pas d'intérêt à prévoir ce Non, rétractation. non, parce que c'est un petit l'intérêt de prévoir cette phase de contrat de réservation, tout d'abord, c'est 5% au grand maximum. 5% d'avance, voilà, du montant total. Et en cas de résiliation du contrat, après le fameux mois qui représente disons la période voilà. Et donc il y a ce contrat-là, il est fixé dans un délai de 6 mois. Passant ce délai, on bascule vers le contrat préliminaire. D'accord. En plus, l'avance, les sommes avancées par l'acquéreur, ils sont déposés dans un compte bancaire bloqué et en aucun cas le promoteur immobilier ne peut utiliser ces fonds durant la période de rétractation. Je m'arrête là. Les comptes bloqués, on les connaît. Les notaires aujourd'hui sont obligés de déposer les montants des transactions à la CDG. Quand vous dites compte bloqué, c'est quoi? C'est la banque qui va bloquer l'argent. Et à ce moment-là, donc le promoteur ne peut pas utiliser cet argent. Oui, pendant un délai d'1 mois. Pendant le délai d'1 mois. Ah, pendant un délai d'1 mois. Voilà, d'un délai d'1 mois. L'intérêt pour le promoteur immobilier, c'est que il aura une visibilité commerciale par rapport à son projet et il peut contracter justement un financement bancaire sur la base d'une certaine visibilité commerciale par rapport à cette question. C'est pas pour venir au secours du ministère, mais quand même j'essaie juste de reprendre un petit peu de recul. L'objectif de la loi, ça reste, on peut ne pas être d'accord sur tous les points, ok. Mais ça reste de faire mieux qu'avant, d'une part. D'autre part, d'être plus clair et surtout de permettre à la fois, ce que j'en ai compris, le premier objectif, c'est effectivement de veiller à la protection des acquéreurs. Peut-être qu'il y a encore des améliorations à faire, mais aussi de continuer à permettre aux promoteurs d'investir et de continuer à répondre à un besoin de logement qui est existant, c'est-à-dire d'éviter une situation de blocage. Dans ce sens, les phasages, pour nous, en tant que promoteurs, là aujourd'hui, je ne regarde pas, vous êtes en train d'avoir une lecture de qu'est-ce que c'est le promoteur qui gagne pas. Si nous y gagnons, on va dire très bien. Pourquoi se plaindre d'y gagner? Je veux dire, si par contre les acquéreurs peuvent y gagner plus, on va dire, ben c'est encore mieux. Parce que de toute façon, ça participe à fluidifier une relation, enfin à améliorer une relation de confiance entre acquéreurs
l'acquéreur a besoin d'acquérir un bien immobilier. Le promoteur est un acteur économique, il a besoin de le construire. Donc j'aimerais bien juste, je suis désolé de revenir à des choses très très basiques et essayer de redevenir. Alors je vais poser une question qui est toute simple et bon, qui n'est pas à charge, mais vous l'avez dit tous les deux hein, aujourd'hui. C'est une loi qui n'a pas de sanction. Oui. Je reviens à vous qui êtes promoteur et qui ne faites pas de VFA. Si une loi est inapplicable, vous n'avez pas fait de VFA. Pourquoi? Parce que vous pensez que la loi n'était pas applicable? D'abord parce que notre projet, nous avons commencé. Non. Il n'y a pas d'argument, n'en cherchez pas. Excusez-moi, on est dans la matière civile. Non, mais on est dans la matière civile et donc la sanction, ce sont les pénalités. Ce sont les indemnités. Comment les retrancher, ces indemnités? On va parler de la pratique, parce que c'est très important la pratique. Je suis obligé de répondre à cette question. Parce qu'elle n'était pas à charge. Bon. Moyen. Non, je suis pas venu ici pour mentir, d'accord? On n'est pas là pour se mentir. Il y a, au moment où on est en train de parler, des actes de réservation qui sont en train d'être faits, oui. Et peut-être qu'ils sont encore moins respectueux, des clauses que vous avez encore plus précisées, tant mieux, à savoir description convenable du bien, des prestations, les délais de réalisation, etc., etc. Donc pour moi, c'est plus une avancée. Donc laisser le vide, c'est pas bon. C'est-à-dire que là, mais en même temps, nous cherchons à travailler de manière à offrir à un client le bien qu'il exige ou qu'il demande ou auquel il aspire. C'est un travail, c'est-à-dire qu'il y a du marketing, il y a une recherche de foncier. Non, mais j'ai pas. Ça, c'est une logique commerciale. C'est pas une logique commerciale, c'est une logique économique. N'importe quelle société qui est en contact avec des consommateurs aura le même discours que ça. D'accord, ok. On est bien d'accord. Je vous pose la question. Vous ne faites pas de VFA. Est-ce que c'est parce que c'était difficile à appliquer, comme l'a dit le Conseil national de l'habitat, comme l'a dit Sisbari, comme l'a dit. Déjà, premier élément de réponse. Le premier projet qu'on a réalisé, on a commencé à le commercialiser. Il était déjà réalisé en termes de travaux. Donc il offrait une visibilité totale. Sur un plan couverture financière, nous en étions à 85% de décaissement. Il nous en restait encore 15 à réaliser. Ce qui est le métier de promoteur. Oui, c'est de la promotion. Ouais, les promoteurs avant faisaient ça, on est bien d'accord. Mais nous, attendez, qu'on soit clair, nous, personne n'est jamais venu chez nous. Il y a des reins solides. Il faut parler clairement. Moi, à mon bureau, personne n'est jamais venu pour me dire la VFA, c'est extraordinaire, tu sais quoi, tu vas changer toutes tes méthodes, il n'y a pas de problème, ça va très bien se passer, c'est une loi magnifique, ça va améliorer ton travail. Jusqu'à présent, nous faisons notre travail, très bien comme nous le faisons. Nous assurons la couverture financière de nos projets avant de les lancer, ce qu'on appelle la période de pré-commercialisation qui permet d'avoir une visibilité, ce qui fait que ça ponctionne nos points de marge, effectivement. C'est-à-dire qu'on paye cette visibilité que est censée donner la VFA. La VFA est censée nous apporter cet appel d'air en début d'opération qui nous permet d'avoir, à moindre coût, une visibilité sur la viabilité financière du projet et donc sur la performance financière du projet, tout en garantissant à tout le monde que ça va se faire. Donc pourquoi un promoteur serait contre? Je pose peut-être une question. Est-ce que dans la pratique actuelle, il n'y a aucune raison qu'on soit contre. Les vendeurs, les promoteurs immobiliers, dans la pratique actuelle, est-ce qu'ils mettent des délais de réalisation dans l'acte de réservation? Je dirais non. Parfois non. Non, ils ne mettent pas de délai de réalisation. Non, généralement, ils ne le mettent pas. Dans le contrat de réservation qu'on vient de légiférer, là, on a la pratique, on a la pratique, on a les pratique. plaintes au niveau des associations de protection des consommateurs. Rares sont ceux qui ne les mettent pas. Et ça, il y a le DOC qui répond à cette question. Lorsque vous ne mettez pas la date, le bien est censé être livrable immédiatement. Donc déjà, il fallait aller chercher très très loin au niveau de la procédure pour pouvoir convaincre un juge pour qu'il aille dans ce sens. Donc déjà pour vous dire, lorsque la loi prévoit une chose. Pour revenir au projet. C'est prévu dans le. Non, mais lorsque la nouvelle loi, le délai de réalisation, l'orientation, la superficie. Mais ça, c'est-à-dire on a donné, on a privilégié les intérêts des promoteurs en lui offrant, par exemple, allez, je vais dire n'importe quoi, 10 possibilités, et on brandit la fierté de dire, mais le consommateur, il a eu ce petit délai de rétractation. Non, on n'est pas dans les, je dirais, dans un principe d'équité. Non, avec la pratique actuelle. Moi, je pense que cette nouvelle loi vient légaliser ce qui fut illégal pendant toutes ces années. On a déplacé le curseur?
Oui, oui. Alors, je vais parler d'une disposition qui a été insérée à la dernière seconde. Alors, Maître Sbarré, on l'a pas entendu depuis un moment et je sais qu'il veut réagir. Et il me regarde et il n'est pas le doigt. Parce qu'on est en train de légiférer pour légaliser une pratique, moi, à mon sens, du moment qu'il y a un notaire et qu'il y a l'acte préliminaire, pourquoi opter pour l'acte de réservation? C'est ça. Quel est l'intérêt? Non, mais je m'excuse, puisque la loi dit qu'à partir de la délivrance d'autorisation de construire, on peut établir l'acte préliminaire. Où est le problème? Pour légaliser ce qui est illégal. Moi, je pense que cette loi, elle est taillée sur mesure et qui profite aux promoteurs véreux. Parce que quelqu'un qui veut s'enrichir dans un laps très réduit, il peut prendre tout l'argent et disparaître. Voilà. Il peut même faire des opérations sur son propre titre foncier. Exact. Parce que c'est très aléatoire, vendre sur plan, alors qu'on n'est pas devant une société de construction qui est spécialisée et qui va respecter la convention de construction. On est devant une personne qui peut-être a des qualités, a certaines références, peut-être que quelqu'un qui s'aventure. Le futur acquéreur qui se présente, il n'a aucune protection. Qu'est-ce qui garantit? Parce que lorsque vous dites... Laissez-moi terminer l'idée. Quand on a élaboré la première loi et la deuxième loi, est-ce que le consommateur, c'est-à-dire le futur acquéreur, qui l'a défendu? Est-ce qu'il a été partie prenante? Il y avait peut-être des notaires, il y avait des promoteurs. Mais le citoyen qui doit être pris en considération... Qui est le maillon faible. Et je ne parle pas d'association, il fallait prendre des éléments par-ci par-là, à travers toutes les villes du Maroc. Non, même et si les ça a été écouter. le cas, on ne nous a pas entendu du tout. Moi, je vous le dis franchement, je rebondis effectivement, c'est très important. Pourquoi? C'est ce que prévoit la loi aujourd'hui, c'est pour légitimer ce qui prévaut à la date d'aujourd'hui. Les contrats de réservation étant frappés de nullité, voire autre chose très importante, ce sont des contrats qui seront dressés sous seing privé. Il n'y a pas d'obligation de passer par le notaire. Donc déjà ça... C'est le contrat préliminaire qui doit être fait devant le notaire. Je fais une parenthèse, comme en France. Comme en France. Fermez la parenthèse, oui. Oui, on a d'autres garanties en France. Non, on va les voir. Justement, on va parler de la garantie d'achèvement et d'autres choses. Le système français, on a hérité juste de l'ossature de la loi, mais le fondement c'est autre chose. C'est là qu'on a entendu. Ce que prévoit certaines. Il y a effectivement une possibilité de passer le contrat justement par acte authentique ou bien par mais la question que je pose, c'est pourquoi? Finalement, on va passer par trois contrats. Le contrat de réservation, contrat préliminaire, contrat définitif. On fait compliqué au lieu de faire simple. Alors que la loi, elle est censée aujourd'hui réorganiser, rétablir l'équité parce qu'elle ne l'est pas. Mais nous l'avons déjà dit, c'est une phase de pré-commercialisation, c'est une phase préliminaire où le promoteur immobilier a besoin d'une visibilité commerciale pour accéder au financement bancaire. Le petit promoteur avec toutes les garanties offertes pour l'acquéreur. Non, il n'y a pas de garantie offerte, je suis désolé. Parce que qu'est-ce qui milite vers cette idée de protéger le promoteur? C'est une disposition qui a été insérée à la dernière minute et qui est d'une gravité extrême. Et c'est là où on torpille les principes élémentaires de la procédure. Ça veut dire que la caution empêche l'acquéreur d'inscrire une saisie conservatoire sur le titre. Je dis bien saisie conservatoire et non pas prénotation, parce que la différence est de taille. La prénotation, c'est pour préserver elle a une durée limitée. Non, mais c'est pour protéger un droit réel. Ça veut dire, ce bien, il m'appartient, j'ai l'intention de suivre une procédure afin de l'obtenir. Par contre, la saisie conservatoire, elle est faite pour garantir une créance. Et dire que la caution empêchera l'acquéreur d'exercer toutes sortes de saisies conservatoires, là c'est très grave, parce que la saisie conservatoire, elle concerne une créance. De quelle créance? Mais c'est pas contraire au droit dans son esprit? C'est contraire au droit, c'est contraire à la procédure, c'est contraire au droit de recours, à la justice. La caution, attendez, mais je n'ai pas encore fini. Parce que la saisie conservatoire, elle concerne quoi? Elle concerne les gens qui sont dans l'esprit de récupérer leurs avances. Donc on n'est pas dans la continuité de les pénalités, ça reste aléatoire. Mais pour récupérer, empêcher les gens d'inscrire des saisies conservatoires, là je pense qu'on est allé trop loin dans la protection des promoteurs. Oui, effectivement, après lecture approfondie du projet, effectivement, le projet interdit le recours à la saisie conservatoire, effectivement. Pour l'acquéreur. Pour l'acquéreur, mais parce qu'il y a derrière une caution bancaire. La caution, elle garantit les avances.
D'accord. Voilà, c'est ça, c'est la caution bancaire, elle est là Mais pour est-ce qu'avec protéger la caution bancaire, la loi a prévu la possibilité de Maître Hannibar, récupérer Ça laissez suppose terminer, être c'est pas une créance qui est garantie et encadrée par la caution. Comment récupérer cette caution? Est-ce que la loi l'a prévu? Parce que si vous voulez empêcher les gens d'inscrire des saisies conservatoires, ça veut dire qu'en contrepartie, on vous avait instauré une possibilité de pouvoir récupérer aisément les avances. Ce qui n'est pas le cas, les gens sont obligés d'aller au tribunal. Qu'est-ce qui est prévu dans la loi pour Mais permettre la récupération, c'est un cas litigieux. la mise en exécution des garanties? C'est normalement, il faut passer par le tribunal. Alors, moi, Bien sûr. on a une question de C'est droit. Alors, contentieux. j'ai fait réagir si admis parce qu'il voulait réagir. Après, je vous poserai la question d'un point de vue plus général sur la loi. Parce que c'est vrai qu'on parle d'applicabilité, d'inapplicabilité. Depuis qu'on fait des émissions sur ce plateau, on parle de beaucoup de lois qui sont lancées. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on dit loi inapplicable et loi sans sanction. C'est la première fois que j'entends ça. C'est Adil. En fait, quand j'ai lu l'avis du Conseil Conseil CESE. économique, le CES sur cette loi, c'était plutôt rassurant. Honnêtement, j'ai eu l'impression qu'un travail a été fait qui prouvait en tout cas qu'il y avait eu une écoute des parties, qu'il y avait une écoute, peut-être pas totale, etc. Je compare à avant. D'accord. Je suis pas en train de dire que c'est la panacée. Je compare à avant. C'est total. Voilà. Oui, il y a eu une intégration des enjeux, voire le représentant ici du ministère comprendre cet enjeu pour nous promoteurs de la phase de pré-commercialisation. C'est important parce que c'est une réalité. Ça veut dire que soit on a cette possibilité de visibilité commerciale, soit nous ne l'avons pas. Auquel cas, nous allons agir, soit de manière, confiante en tant qu'acteur économique, soit en étant sur la défensive. Ce qui n'empêche le ministère, encore une fois, d'écouter aussi l'inquiétude des acquéreurs concernant cette histoire de caution. Ça a été fait. Quels Attendez, accords s'il vous plaît. Vous savez, C'est admis. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans quelque chose où on avance. Par contre, il y a des points sur la pratique. Vous disiez pratique tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple concret. En France, puisque là, c'est là que le bas blesse un petit peu, c'est que tantôt on prend le modèle français, tantôt on le prend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, C'est ce que disait Maître Hannibar, on a pris l'ossature et on n'a pas voilà, parce que moi je suis très à l'aise. Obligé de Le copier-coller, si toutefois c'était adapté Oui. à l'environnement, au Maroc, etc., marcherait très facilement. Mais c'est pas le même contexte, c'est pas la même configuration. Et je pense que c'est là l'enjeu, c'est ça qui est délicat. Et puis, vous me donnez tous l'impression, un petit peu, excusez-moi, de légiférer dans un vide total. Or, un litige a toujours été un litige, je veux dire. Il y a le DOC, effectivement, il y a... Attendez, c'est comme si on reprochait au promoteur... Non, il nous reste quelques minutes, Non, c'est mais pour ça que je vais poser la question à celle que je on voulais peut pas poser reprocher de au manière plus large. promoteur la lenteur d'un juge. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est une loi, je pose la question, ou est-ce que c'est un cadre? Puisque c'est la question qu'on peut se poser. Une loi sans sanction, finalement, est-ce que c'est juste un cadre qui, en cas de litige, est de toute façon renvoyé à son traitement, soit en vigueur par la loi de protection du consommateur ou le d'ailleurs des obligations et contrats? Moi, cette loi avantage beaucoup plus le promoteur, vendeur. Non mais on a bien compris, mais est-ce que c'est un cadre? Parce qu'une loi sans sanction, on prend tout le temps ce comparatif. La loi m'impose de m'arrêter au feu rouge. Je peux dire demain que c'est inapplicable. J'ai pas envie de m'arrêter au feu rouge parce que à cet endroit-là, je peux pas m'appliquer. La loi va pas être modifiée pour moi. Est-ce que on est dans cette Citez-nous, essayez de citer quelques exemples auxquels le promoteur est exposé à des ne le provoquez pas. Il va les trouver dans le droit pénal. Non. Alors, justement, parlons-en. Voilà. C'est très important. Alors, très Merci de rapidement, m'avoir parce qu'il nous répondu reste la une minute. Oui. Alors, vous savez, c'est un délit. Il y a l'article 551 du Code pénal qui prévoit une sanction pénale à l'encontre de celui qui n'exécute pas son contrat. Donc, délit d'inexécution de contrat. Celui qui reçoit une somme d'argent en contrepartie d'une prestation et qui refuse de finaliser la prestation ou de rembourser les sommes est puni de la peine prévue pour l'escroquerie. 1 mois à 6 mois. Ça, ce n'est pas... Dès lors que l'on présente une plainte, on essuie un refus. Donc, elle n'est même pas acceptée. Je ne parle pas des promoteurs qui font correctement leur boulot, donc on n'est pas dans l'esprit, on n'est pas à charge. Mais il y a des promoteurs véreux. Mais les exemples dont je veux parler, les plus importants, ils concernent les logements sociaux. Imaginez pour cette couche sociale à qui il y a des promoteurs qui ont milité vers l'inapplication de cette loi
pour ce qui relève des logements sociaux. Encore plus pour la soustraire, je dirais, à l'intervention du notaire, en quelque sorte, ou bien des contrats qui protègent. C'est la couche sociale la plus concernée et qui a le plus besoin de protection. On veut soustraire. Et de logement en plus. Oui, de se Et c'est un loger droit parce que c'est une constitutionnel. résidence Donc principale. on veut soustraire de l'application de cette loi la couche la plus concernée. Et les plaintes qu'on Mais reçoit... ça n'a pas été fait. Non. Le logement, Ça a été le fait dispositif ça de a logement été- social, il est soumis aux dispositions Ça a de été cette fait loi. indirectement à l'article est- 174 du Code foncier. Voilà, Maître Sibari sera il est mieux placé pour en strictement, parler. applicable. Effectivement, il y avait des tentatives à ce que cette loi ne soit pas applicable sur le dispositif du logement social, mais ça a été refusé. Mais vous imaginez, il est, alors, il s'il vous est plaît, bel et s'il vous plaît, bien s'il vous plaît. applicable sur le C'est admis, dispositif du monsieur logement Maître social. Sibari, ça sera le mot de la fin. Je vous en prie. Vous disiez loi, merci. Vous disiez loi ou cadre, en Oui. fait, c'est les deux. Clairement, c'est les deux, parce que comme c'est une exception, elle fait exception, parce qu'on parle de quelque chose qui n'existe pas encore, Ouais. c'est aussi un cadre, parce que nous sommes obligés, sur un plan fonctionnel et opérationnel, de nous appuyer dessus, puisque cette loi est à la fois un guide pour tout le process. C'est-à-dire que est-ce que c'est 15% d'acompte, à quelle phase du chantier, l'échéancier, les contrats, chez qui ils sont signés, la minute, la relation avec la banque, que ce soit la relation du promoteur avec sa banque, ou bien du client avec la banque, ou bien... Vous voyez, c'est aussi un cadre. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV, un excellent week-end et on se retrouve lundi.